Not too bad. Plus fort que la douleur, au-delà des doutes, Rafael Nadal jouera pour la légende ce dimanche. 21e Grand Chelem en vue, 6e finale à l'Open Australie. Retour dans cette vidéo sur sa performance hallucinante contre Berrettini. De son côté, Medvedev qui nous fait une énorme craquante avec l'arbitre. C'est le programme irrespirable de votre nouveau digest de l'Open Australie. Et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec le drama de la nuit dernière entre Tsitsipas et Medvedev. On a vu Daniil complètement courroucé, énervé à la perte de son jeu de service à 5-4 au deuxième set. Il a eu des mots extrêmement durs à l'encontre de l'arbitre, encore une fois. On va l'écouter, c'est un petit peu douloureux à écouter si vous êtes fan de Daniil, mais on en voit la séquence. En résumé, Daniil traite l'arbitre d'idiot, ce qui lui arrive quasiment à tous ses matchs maintenant. Vous le savez, hein, Daniil est au-dessus de la mêlée, c'est un génie mental, et tous les autres, les arbitres, les personnes environnantes, ce sont des abrutis finis, surtout quand Daniil est en train de perdre son match. Alors on peut comprendre, hein, c'est une manière pour lui de décompresser, d'utiliser aussi le règlement à son avantage, parce que il prend un warning juste au début de cette séquence, et du coup il utilise après ce warning que l'arbitre vient de lui mettre pour enchaîner, pour enfoncer clou, parce qu'il sait que l'arbitre va avoir beaucoup de difficultés à lui mettre un point de pénalité. Le problème que soulève Daniil ici d'une manière très maladroite, c'est que Apostolos Tsitsipas, le père de Stefanos, il fait que parler pendant les points, entre les points, et du coup c'est assimilé à du coaching. Alors Stefanos, lui de son côté, il dit bah non, moi je peux pas entendre ce que me dit mon père parce que je suis focalisé sur le match, j'essaie de trouver des solutions par moi-même, mais ses adversaires manifestement explosent quand ils ont cette petite voix qui piaille comme ça derrière leur tête. On peut le comprendre. Par contre la méthode, la manière de Medvedev, je trouve c'est largement déplacé. Logiquement, cet énorme pétage de câble a suscité des réactions très controversées sur les réseaux sociaux, mais également à la télévision. J'ai entendu Justine Henin dire le numéro 2 mondial devrait être un exemple pour la jeunesse, et ça je suis désolé de le dire parce que j'adore le travail que fait Justine Henin sur Eurosport. C'est une gigantesque connerie. Un numéro 2 mondial, numéro 3 mondial, les meilleurs joueurs du monde n'ont pas à être des exemples pour la jeunesse. Ils font leur carrière. Une carrière de tennisman, c'est quoi? C'est essayer de remporter des titres, essayer pour certains de remporter le plus d'argent possible en un minimum de laps de temps. Mais un joueur, ça joue pour lui, c'est une partie d'échec un match de tennis. Et il y a également tout ce metagame, ce mind game. Ici on le voit, hein, la réaction de Stefanos à la perte de ce match. Bien sûr, il était extrêmement déçu, pas forcément apprécié non plus l'attitude de Daniil Medvedev. Il a dit d'ailleurs en conférence de presse, hein, c'est drôle, je ne fais pas attention à ce genre de choses par rapport à ce qui s'était passé avec Daniil. Je sais que les joueurs aiment faire ce genre de choses pour vous déstabiliser mentalement, peut-être une tactique, tout va bien, ce n'est pas la personne la plus mature de toute façon. Le petit taquet à la fin, vous avez noté. Du coup, pour terminer sur ce sujet, non, les joueurs de tennis ne doivent pas être des exemples, et Daniil Medvedev a compris que tout ne se passait pas sur un cours de tennis. Le tennis c'est pas juste frapper la balle, il y a aussi tout un aspect mental, et lui, il sait comment utiliser les arbitres à son avantage, il sait utiliser l'environnement à son avantage, il sait pointer la petite faiblesse de l'adversaire et rentrer dedans, mettre un peu le sel sur la plaie. C'est ça qui fait aussi son génie tennistique, c'est sa compréhension de l'à côté et de l'influence qu'il peut exercer de manière directe ou indirecte, et si c'est sale, eh bien c'est sale, tant pis, l'essentiel c'est de gagner. Il est comme ça, Daniil Medvedev. On enchaîne, autre info dans ce côté réseau, la victoire de Rafael Nadal en demi-finale contre Berrettini, un match extraordinaire qu'on va développer dans le coin tactique, bien sûr en détail, mais d'abord cette séquence magnifique. Après sa victoire, il va s'effondrer la tête dans son sac, il va fondre en larmes. Rafa est revenu un peu de nulle part. Cette victoire, je vous propose de la résumer en deux statistiques essentielles. D'abord, on a eu cette stat 500e victoire ATP pour Nadal sur des terrains en dur. Il est à 465 victoires sur terre battue. Et puis la stat de Constance qu'on embrasse, plus grand nombre de finales en Grand Chelem Air Open. On le voit, Federer et Djokovic toujours à égalité à 31, Nadal qui est 3e à 29, on est juste derrière. Puis ensuite on a du Lendl, du Sampras, du Borg, du Agassi, du Connors, du McEnroe, du Wilander, Edberg, Murray, Becker. Bref, le gratin, the cream of the cream. Et pour Rafa, hein, sa carrière c'est un éternel recommencement. C'est un phénix, Rafael Nadal, il le dit, hein, c'était complètement inattendu de se qualifier pour la finale de l'Open Australie. Il y avait eu énormément de doutes cet hiver. Il y a eu une interview de Carlos Moya qui a été donnée il y a quelques heures maintenant, et il dit, hein, on a parlé de retraite, on savait pas exactement où se situer, parfois on s'entraînait 20 minutes, parfois 1 heure, parfois pas du tout. Donc il y a eu énormément de doutes sur cet hiver, est-ce qu'il pouvait revenir, et surtout sur du best of 5, c'est extrêmement difficile du point de vue physique. On lui pose la question, hein, que ressent-on après avoir traversé une telle période de blessures et de doutes, et que l'on se retrouve
retrouve en finale de l'Open Australie. Il dit, sur le plan personnel, chaque jour a été un problème avec mon pied, les doutes sont toujours là et ils le seront sûrement jusqu'à la fin de ma carrière désormais, parce que cela ne peut pas se régler totalement, mais pour moi c'est incroyable. En bleu ciel, je suis super heureux d'avoir été capable d'être compétitif à ce niveau sur les 3 dernières semaines. C'est surprenant pour moi d'être capable de jouer encore à ce niveau face aux meilleurs. Il a déboîté d'ailleurs Matteo Berrettini. C'est quelque chose d'incroyable, je ne suis pas en train de créer l'histoire. Si Rafa, tu es en train de créer l'histoire. Et répond à l'un par rapport aux larmes. Comme je l'ai dit, j'ai traversé tellement de moments difficiles, de jours de travail acharnés sans voir la lumière, mais toujours en continuant à travailler, en recevant beaucoup de soutien de mon équipe, ma famille et les fans, tant de conversations sur ce qui pourrait advenir si les choses continuaient ainsi. Pensez que c'était peut-être le temps de se dire au revoir, donc vous imaginez, Rafa, il a vu le précipice, il a vu la fin de sa carrière, et puis il s'est dit, allez, on va en Australie, quitte à ce que ça pète, on va essayer de tenter de faire quelque chose sur ce tournoi. Il arrive en finale, mais il y a aussi quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Je trouve que cette qualification en finale de Rafael Nadal, elle dit autant du champion qu'il est que de l'état actuel du circuit. Parce que Rafa, aussi immense soit-il, champion iconique de l'histoire de ce jeu, génie tactique également, une combativité légendaire, 13 titres à Roland Garros, c'est un joueur qui est magnétique, qui est exceptionnel, qui a tellement apporté à ce jeu, mais le fait qu'il se qualifie en finale d'un grand chelem après être revenu de cette blessure avec cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête, ça montre que les Zverev ils sont où, Daniil lui il a assuré, Tsitsipas il est pas encore vraiment prêt pour prendre le flambeau sur ce type de surface, donc on le voit en fait, Thiem est blessé, Del Potro également. Si je dois résumer du coup mon état d'esprit, je trouve que c'est une excellente nouvelle pour Rafael Nadal, mais c'est pas une super nouvelle pour le tennis, parce que à ce moment-là de sa carrière, Rafa il devrait pas pouvoir revenir comme ça et se qualifier en finale. Encore une fois, bravo à lui, il a été exceptionnel, on va le détailler d'ailleurs dans le coin tactique. On enchaîne avec le coin tactique, la première rencontre qui va nous intéresser dans cette analyse, c'est le Berrettini-Nadal, et ça a été une masterclass de la part du Mallorquin. Alors quand vous avez un adversaire qui a un point faible, c'est-à-dire le revers en l'occurrence pour Matteo Berrettini, voici le plan en 3 étapes, ça a été exécuté d'une manière absolument magistrale de la part de Rafa. Alors d'abord, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer d'isoler au maximum votre adversaire sur son coup faible. Ici donc le revers de Matteo Berrettini, vous le voyez dans le replacement, Matteo qui s'attendait à le fameux coup droit décroisé de la part de Rafa, il va pas faire ça, il va continuer à insister sur le revers de Berrettini, il va le faire craquer, et ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a mis beaucoup de volume dans ses accélérations en coup droit. Pourquoi faire ça? Parce qu'il sait que Berrettini, son revers au niveau de la hanche, c'est plutôt correct, il y a un très bon slice aussi de la part de l'italien, par contre le revers au niveau de l'épaule, c'est très difficile de lui redonner de la vie et de la vigueur. En fait, sur les revers à deux mains, parmi les top players, on peut dire Zverev, il est exceptionnel sur le revers à deux mains au-dessus de l'épaule, on a aussi Novak qui est très fort là-dessus, mais Berrettini, c'est beaucoup plus faible, et du coup, il a commencé à creuser un petit sillon à ce niveau-là. Deuxième étape, essayez d'empêcher la surchauffe de votre adversaire sur son coup fort. Ici, Rafa, très malin, la balle est basse, en revers, il va mettre un petit slice vénéneux sur le côté ouvert, plein champ, côté coup droit de Matteo Berrettini. On le sait, Berrettini adore être dans cette position à l'intérieur du court et distribuer les parpaings, les saucisses, les merguez en décroisé ou alors en long ligne. Rafa l'a dit d'ailleurs après le match à Eurosport au micro d'Alizé Lim, il voulait absolument éviter de mettre Matteo Berrettini dans cette séquence, donc ici, un petit slice dans la zone ouverte. Il sait que Berrettini va faire un coup droit, mais c'est un moindre mal et on empêche Berrettini de se régler sur sa zone préférentielle. Troisième étape, ça y est, vous êtes rentré dans la tête de votre adversaire, il a fait beaucoup de fautes sur son coup faible et quelques-unes sur son coup fort, et vous allez détruire désormais son coup fort. Ici, on le voit, Rafa dans une position qu'il aime bien, en revers croisé, il va envoyer une dynamite ici, il va forcer Berrettini à défendre encore sur cette zone du court dans laquelle il n'est pas forcément super à l'aise. Il va mettre un doute énorme dans la tête de Berrettini qui n'a pas été très bon relanceur sur cette partie, et du coup en 3 phases, destruction du point faible, on empêche la surchauffe sur le coup fort et on détruit le coup fort, c'est absolument imparable. Et puis on a vu un Rafa, surtout dans les 2 premiers sets, à être absolument énorme sur son +1, c'est-à-dire un service ici, et après donc on va faire courir Matteo Berrettini, on va le faire défendre sur son revers. Là, Berrettini quand il défend sur son revers, là, il est beaucoup moins dangereux. Ensuite la balle va revenir, on se décale, on envoie une banane côté décroisé. Rafa était absolument monstrueux au niveau tactique, nouvelle palette qui montre la lucidité, la clairvoyance de Rafael Nadal. On a un rallye de 19 échanges. Rafa il voulait aussi impérativement envoyer Berrettini sur les points intermédiaires, les points longs, ce sont des points qui dominent dans ce match-up. Ici, plutôt que d'aller sur du croisé et peut-être se payer un passing qui va se payer d'ailleurs dans le 3e set, Berrettini va faire le break dans une séquence de ce type, en tout cas ce sera dans ce jeu-là. Il va plutôt envoyer un slice ici, dans la zone, dans le replacement, et il sait que Berrettini, sur le replacement en revers, il va pas pouvoir faire une frappe extrêmement forte, ça va être difficile pour lui de faire un passing. Rafa qui aura donc tout fait à Matteo Berrettini sur ce match. Dernière palette, on a vu donc entre la fin du 3e set et le milieu du 4e set, 5 jeux blancs d'affilée pour Berrettini. Dans cette séquence, Nadal il a essayé de faire évoluer ses positions de retour, il s'est mis là, il s'est mis ici, il a reculé, voilà, il a essayé d'expérimenter un petit peu. Et puis on se retrouve à 4-3, fin de la 4e manche, et là il va tanker au maximum, il va se mettre au fond sur tout le jeu de retour, et son but c'est d'envoyer une marmite le plus loin possible, se replacer au niveau du logo et engager l'échange, point intermédiaire, point long. C'est comme ça qu'il a réussi à faire craquer Berrettini, qui clairement est pas vraiment rentré dans son match,
match, il a eu beaucoup de difficultés à installer son plan de jeu, mais c'est essentiellement dû au fait que Rafa l'a toujours mis dans des positions délicates. Deuxième demi-finale dans cette Open Australie, Tsitsipas contre Medvedev. On va aller vite en 4 palettes essentielles sur cette partie. On va commencer par la qualité de service de Medvedev. Alors pas ici justement, c'est un contre-exemple. Il va faire 2 doubles fautes dans ce jeu. Il va donner le break, 2 breaks au total pour Tsitsipas dans cette deuxième manche, ce qui est un miracle. Il est à 14 sur 100 au niveau des points de retour. En même temps, quand vous avez un Daniil à 71% de première balle et 86% derrière cette même première, c'est extrêmement difficile de le gêner dans ces conditions. Et puis on a eu dans cette deuxième palette tout ce qui manque à Tsitsipas sur une surface rapide, c'est-à-dire la défense quand vous êtes acculé sur votre revers. On l'a vu à contrario Medvedev quand il était dans des positions de passing ici par exemple, en revers il a réussi à tirer des passings extraordinaires avec l'aide de sa main gauche. Quand vous avez un revers à une main et surtout un mauvais slice comme est celui de Stefanos Tsitsipas, vous allez être en difficulté quand vous allez vous faire agresser sur ce côté des accélérations par exemple de Daniil Medvedev, vous n'allez pas pouvoir retourner le point parce que vous êtes déficient à ce niveau là. Et sur la durée d'un best of 5, le tennis pourcentage de Daniil Medvedev sur ce type de surface est extrêmement difficile à contrer. Du coup dans ce match-up qui est toujours super intéressant, j'adore les Stefanil, on a eu deux philosophies qui se sont affrontées, le tennis pourcentage de contre un peu défensif de la part de Medvedev et puis les intentions, l'allant offensif de Tsitsipas. On est simplement à 29 sur 43 à la volée et puis ici une volée pas assez bien déposée et puis le marathonien Daniil Medvedev qui fait la course, qui va réussir à faire un passing dans cette position. Et même si au final on a eu plutôt un bon Tsitsipas je trouve dans la première manche et également dans la deuxième, c'est difficile pour lui de mieux jouer que ça. Là il arrive sur un point essentiel, on est au début du troisième, ça peut vraiment basculer. Tsitsipas il a encore une toute petite porte de sortie dans cette rencontre et puis on va avoir un service gagnant, un ace, il va revenir à égalité Daniil et ensuite globalement il va être à sa main, il va se relâcher, il va prendre le contrôle des opérations. Ici un passing avec une montée en chaussette de la part de Tsitsipas, 2 sur 6 à la volée dans la quatrième manche. Une demi-finale au final un peu décevante je trouve, j'aurais espéré davantage de spectacle. On a senti assez tôt dans la rencontre que ça allait être très difficile pour Tsitsipas, il aurait fallu un Stefanos à 110% et un Daniil en dedans et Daniil il a réussi à gagner cette rencontre un peu au métier sans trop en faire et il se qualifie en finale globalement aisé. Et on termine avec la reco du jour ou plutôt une annonce un peu spéciale à vous faire. Demain on va faire un format exceptionnel, je vais répondre à vos meilleures questions dans l'espace commentaire sur mon pronostic pour la finale, sur ce qui s'est passé pendant le tournoi ou avant, sur le fonctionnement de la chaîne également, donc n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai avec énormément de plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la pousser, la partager, la commenter, vous abonner également, c'est hyper important pour l'ascension de la chaîne. On se retrouve donc demain pour ce format. D'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous et buvez du thé.